Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 10, le joyau de Sérène. En 1976, un tracteur dégageait la terre d'un champ, apparemment vide, au Salvador quand soudain, il a révélé les restes d'une maison. Ce n'était pas une maison moderne, elle était très ancienne. Des archéologues de l'Université du Colorado ont été appelés pour enquêter. Ils sont très rapidement arrivés à la conclusion que le tracteur avait mis au jour un village maya perdu aux proportions inimaginables. Et les fouilles ont commencé en 1988 et se sont poursuivies depuis. Jusqu'à présent, les archéologues ont mis au jour plus de 70 bâtiments d'un village disparu qui prospérait il y a plus de 10 000 ans. Joya de Sérène, ou joyau de Sérène, comme il a été appelé, est tout simplement extraordinaire parce qu'il offre certaines des traces les plus lointaines de la civilisation maya en Amérique centrale. Nous savons que nombre de leurs villes les plus impressionnantes se trouvaient dans le sud du Mexique et le nord du Guatemala actuel. Mais il est rare de trouver un établissement maya au Salvador, et cette découverte prouve à quel point ce peuple était répandu. Le village s'est vraisemblablement installé vers 200 après Jésus-Christ. Il a ensuite prospéré à la périphérie de la civilisation maya comme une sorte de communauté agricole très reculée. Les habitants de Sérène étaient très loin de l'agitation politique qui régnait sur des sites comme Tikal ou encore Chichen Itza. Ils auraient peut-être même survécu à l'effondrement de l'Empire maya s'il n'y avait pas eu les événements de l'an 600 de notre ère. Et si vous vous demandez quelle sorte d'événement, eh bien ce genre d'événement. Comme le village agricole a été construit à l'ombre du volcan Loma Caldera, une éruption inattendue l'a enseveli sous les cendres, et tout le village a ensuite été perdu pendant 1400 ans jusqu'à sa redécouverte en 1976. Numéro 9, le visage d'Arakbout. Le visage d'Arakbout est une caractéristique géologique étrange que personne ne semble pouvoir comprendre. Il a été mis au jour dans la forêt amazonienne et a donné lieu à de nombreuses spéculations et controverses. Il semble s'agir d'un visage sculpté sur le côté d'une falaise de pierre solide, mais il pourrait simplement s'agir d'une roche qui ressemble au visage d'une personne. La mystérieuse découverte a été faite en 2014 dans la réserve Arakbout au cœur de la jungle péruvienne. Selon les autochtones locaux, le visage a toujours été là depuis des générations. Les autochtones ont appris de leur aîné des histoires remontant à des siècles à propos de visages mégalithiques gravés dans des pierres à travers la jungle. Mais le plus gros problème est que jusque très récemment, personne ne savait vraiment où se cachaient ces fameux visages. Les grands traits sculptés dans la pierre étaient plus un mythe qu'autre chose, du moins jusqu'à ce que l'un d'entre eux soit physiquement retrouvé. Et le visage d'Arakbout ressemble effectivement à un visage humain sculpté, surplombant une chute d'eau, avec une vue dégagée sur la végétation de la vallée. Et la formation fait environ 12 mètres de haut et est totalement recouverte de mousse. Elle comporte un front proéminent qu'on dirait sculpté à la main et un nez pointu. Mais il n'y a néanmoins pas de marque claire d'outils antérieurs et aucune autre preuve à proximité d'une activité humaine passée. Soit cette chose est un ancien gardien de la jungle sculpté par une civilisation perdue, soit ce n'est qu'une pareidolie, c'est-à-dire la tendance humaine à voir des formes familières là où il n'y en a pas. Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 8, monument national de Guayabo. Presque exactement en plein centre du Costa Rica se trouve un endroit appelé le monument national de Guayabo. Et cet ancien site archéologique se trouve sur la pente du puissant volcan Turrialba. Le site est entouré de toutes parts d'épaisses forêts tropicales et d'une verdure éclatante. La forêt et la végétation prospèrent ici grâce à la richesse du sol volcanique. Mais le site lui-même n'est guère plus qu'une ruine de ce qui était autrefois une puissante ville. C'était très probablement le centre d'une civilisation qui a été initialement habitée vers 1000 avant Jésus-Christ. Le peuple qui vivait ici, connu sous le nom de Guayabo de Turrialba, ont prospéré pendant plus de 2000 ans, et n'ont abandonné la ville que peu de temps avant l'arrivée des Espagnols pour des raisons inconnues. Et à ce jour, les scientifiques n'ont jamais trouvé de signes indiquant pourquoi ils auraient quitté leur grande cité. Certains pensent qu'ils ont été assaillis par une maladie étrangère, d'autres pensent qu'ils ont été détruits par une civilisation rivale, mais il se pourrait aussi que ce soit une catastrophe naturelle qui les ait forcés à fuir. Les ruines de la ville ont été découvertes dans les années 1800.
Les premiers archéologues ayant identifié des pétroglyphes et des tombes, ainsi que les vestiges d'au moins 43 bâtiments faits de pierre. La ville possédait 3 aqueducs fournissant une eau douce illimitée à ses habitants, et 2 grandes routes permettaient d'entrer et de sortir de la ville, ainsi que de petits sentiers qui menaient probablement à des colonies plus éloignées. Toutes les fouilles ont prouvé qu'il s'agissait d'un centre culturel de l'ancien Costa Rica, mais encore une fois, nous ignorons ce qui leur est arrivé. Les Guayabos survivaient en mangeant des aliments cultivés dans la jungle, principalement des plantes comme le yucca. Ils ne semblent pas avoir été victimes d'une sécheresse comme les Mayas, et pourtant, ils semblent s'être volatilisés comme par magie. Numéro 7, l'Atlantide. Une équipe de chercheurs affirme encore une fois qu'elle vient de découvrir la cité perdue de l'Atlantide, la cité légendaire qui aurait été détruite par un tsunami il y a des milliers d'années. Et oui, je sais, c'est la énième fois que nous entendons de telles choses, mais cette fois-ci, les arguments semblent tenir la route. La supposée cité perdue a été mise au jour dans un terrain plat et boueux du sud de l'Espagne. Et selon le responsable des fouilles, Richard Freund, un tsunami s'est abattu sur la côte espagnole il y a environ 2600 ans et a projeté des vagues sur plus de 100 km à l'intérieur des terres, anéantissant complètement la ville qui s'y trouvait. Richard ainsi que son équipe internationale ont analysé des images satellites au nord de Cadiz et ont identifié de manière indiscutable les vestiges d'une ville submergée dans les marais du parc Doña. L'équipe a ensuite utilisé un radar de pénétration de sol pour mieux confirmer les ruines du site. Ils ont également identifié de plus petits vestiges d'établissements humains un petit peu plus loin. Richard pense que ces colonies ont été construites à l'image de l'Atlantide pour des réfugiés après la destruction de leur grande métropole. Et il pense également que ces villes mémorielles, comme il les appelle, sont des preuves supplémentaires de l'existence de l'Atlantide. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de confirmer à 100% que la ville était bien l'Atlantide. Nous savons qu'il y avait une grande colonie ici et qu'elle vient d'être identifiée pour la première fois, mais l'appeler Atlantide reste tout de même un tout petit peu prématuré. Cependant, elle semble correspondre à la description de la ville faite par Platon en 360 avant Jésus-Christ. Mais tant que les chercheurs n'auront pas découvert des artefacts, de très anciennes inscriptions ou quoi que ce soit qui puisse prouver leur dire, l'Atlantide n'est encore qu'un mythe. Numéro 6, la civilisation perdue de Matera. Matera, en Italie, abritait autrefois une civilisation souterraine cachée du reste du monde. Cette ville du sud de l'Italie se compose d'environ 1500 habitations, formant une sorte de ruche souterraine qui s'étend sur le flanc d'un ravin. Les archéologues pensent que ces terriers souterrains ont d'abord été occupés par des hominidés primitifs au Paléolithique il y a plus de 12 000 ans, et ce pendant la période glaciaire, puis au cours des quelques milliers d'années suivantes. Les humains modernes ont également afflué dans les grottes. Il y avait autrefois une société complète souterraine qui fonctionnait parfaitement, vivant en dessous de la surface. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est que Matera abritait environ 16 000 personnes aussi récemment que dans les années 1950. Et même aujourd'hui, des hommes modernes vivent à l'intérieur des quartiers souterrains, sauf que maintenant, ils ont l'électricité, le chauffage et la plomberie intérieure. Mais quelle est la véritable histoire ici ? La ville souterraine est occupée depuis que l'être humain a atteint l'Europe, puis une vraie ville a été construite au-dessus avec des gens vivant en plein jour. Mais il y a toujours eu une classe défavorisée vivant sous les rues de la ville. Et c'est à l'époque médiévale que Matera a cessé d'être un endroit idéal pour vivre et s'est transformé en un repère pour les gens qui étaient au plus mal. La ville s'est transformée en une sorte de repère souterrain où les gens vivant dans la pauvreté, les paysans, les criminels et toutes sortes d'indésirables se sont retirés et cachés du reste du monde. Ce n'est que dans les années 1990 que l'endroit a commencé à se transformer. De nos jours, les mêmes cavernes qui étaient autrefois habitées par des humains paléolithiques sont maintenant louées sur Airbnb. Pas trop mal pour un week-end. Numéro 5, Te Wairoa. En 1848, Te Wairoa a été fondée dans une basse vallée près du lac Tarawera en Nouvelle-Zélande. La société missionnaire de l'Église a établi des colonies chrétiennes à travers la Nouvelle-Zélande afin de créer des postes de mission.
La ville a été fondée par un homme nommé Seymour Spencer après avoir été expulsé d'un autre village pour avoir fait des avances inappropriées à des jeunes filles maoris. En d'autres termes, ce n'était pas vraiment l'homme idéal pour construire une ville pour les missionnaires de l'Église. Cependant, lui et sa femme, parce qu'il était marié en plus, ont construit la communauté avec l'aide des habitants. Mais peu de temps après, Spencer a été une nouvelle fois chassé de la ville pour avoir harcelé de manière inappropriée les filles des autochtones. Chassé le naturel, il revient au galop. Mais mis à part la controverse et les incidents, Te Wairoa a prospéré en tant que communauté. Elle a été construite pour ressembler à un village anglais typique et est devenue une véritable attraction touristique dans les années 1860. On y trouvait 2 hôtels, ainsi qu'une forge et tout ce que l'on pouvait attendre d'un village du 19e siècle situé au bout du monde. Mais hélas, le volcan est entré en éruption. En 1886, le mont Tarawera a explosé et a causé une dévastation massive. Plusieurs villages ont été détruits et de nombreuses personnes sont mortes des débris qui leur tombaient dessus ou de la fumée qui les étouffait. Certains se sont même réfugiés dans leurs maisons pour être ensevelis sous les cendres volcaniques. Sur les quelques 70 maisons, moins de 10 sont restées debout après l'éruption. Les autres ont été ensevelis sous les débris volcaniques comme une Pompéi moderne. La ville entière est maintenant une ville fantôme ensevelie. Numéro 4, sur Kotada. La civilisation de la vallée de l'Indus a été l'une des premières sociétés au monde à prospérer à un degré remarquable. Ils ont commencé à se répandre à travers le Pakistan et le nord de l'Inde en 3300 avant Jésus-Christ, soit il y a 5300 ans. Avec l'ancienne Égypte et l'ancienne Mésopotamie, ils étaient l'une des 3 premières civilisations responsables du progrès de tout le genre humain. Mais c'est vers 2600 avant Jésus-Christ qu'ils ont atteint leur apogée avec des villes massives sur tout leur territoire. Et l'une de ces fameuses villes était sur Kotada, située dans le Gujarat, en Inde. C'était l'un des plus petits établissements construits avant le mystérieux effondrement de la civilisation en 1300 avant notre ère, sachant que sur Kotada a été fondée en 2100 avant notre ère. Des fouilles archéologiques ont révélé qu'une grande citadelle a été construite ici, entourée d'une fortification. Il y avait également plusieurs zones résidentielles, accessibles par les 2 entrées de la citadelle, au sud et à l'est de la ville. Et en peu de temps, la ville s'est transformée en un véritable centre d'activité florissant. Les populations de la civilisation de l'Indus ont habité ici pendant 400 ans sans interruption et sans invasion. Les historiens pensent qu'il s'agissait principalement de peuples pacifiques et que pendant 4 longs siècles, ils ont vécu en disposant d'une alimentation abondante et de beaucoup d'eau douce. Mais ensuite, tout aurait changé. Les archéologues ont découvert une couche de cendres correspondant à un incendie généralisé qui a débuté vers 1800 avant notre ère. Un événement majeur s'est produit et qui a failli tout réduire en cendres. Des artefacts ont prouvé qu'un autre groupe de personnes a commencé à migrer vers cette colonie peu après la catastrophe. Mais personne ne sait ce qui s'est passé ensuite. Mais la ville a brusquement été abandonnée peu après l'incendie et l'afflux des nouveaux résidents. Et suite à cela, toute la civilisation de la vallée de l'Indus s'est effondrée. En fin de compte, sur Kotada et les autres villes ont toutes été désertées. Numéro 3, Old Sarum. Les archéologues sont convaincus que Old Sarum est le plus ancien établissement de Salisbury en Angleterre. Cependant, il n'en reste pas grand-chose aujourd'hui, rien d'autre que des marques et des fosses sur le sol où se dressait autrefois l'impressionnante cité. Et elle a été construite au sommet d'une colline au beau milieu de nulle part, environ 3 km de la route la plus proche. Et se trouvait également à proximité des cercles de pierre d'Avery et du site historique plus célèbre connu sous le nom de Stonehenge. Des humains ont vécu ici dès 3000 ans avant notre ère, mais la ville actuelle d'Old Sarum a été construite vers 400 avant notre ère. Il s'agissait d'un fort de l'âge du fer qu'on aurait dit tout droit sorti d'un roman fantastique. Il y avait un énorme château au sommet de la colline avec des hautes murailles défensives et des tours de guet. Le reste de la ville s'est développé autour de la fortification principale et au fil des siècles, de plus en plus d'ajouts ont été réalisés.
Et la ville est même restée debout pendant l'occupation romaine et au fil du temps, les chemins de terre se sont transformés en routes pavées. Les Saxons ont pris la forteresse par la force au VIe siècle et l'ont transformée en une forteresse encore plus grande. Et elle deviendra ensuite l'une des principales positions défensives à l'époque des Vikings qui se livraient au pillage en Angleterre. Et lorsque les Normands ont pris le contrôle de la ville, ils ont construit ce qu'on appelle un château Bailey, une cour entourée d'une enceinte et une cathédrale massive. Un palais pour le roi Henri Ier a également été construit, puis, après 3000 ans d'histoire, la ville a été démantelée brique par brique. Les bâtiments d'Oldsharum ont été démontés et utilisés comme matériaux de construction pour la ville de New Salisbury. Et l'ensemble de la ville a finalement été dépouillé et oublié. Numéro 2, le complexe de Dovbush. Le complexe rocheux de Dovbush, en Ukraine, s'est formé naturellement il y a 66 à 56 millions d'années. Mais beaucoup plus récemment, il a été utilisé comme une forteresse de pierre. Les formations rocheuses naturelles ont été sculptées pour ressembler à des tours médiévales et à des tours de forteresse. Les archéologues ont trouvé des traces d'un ancien monastère qui aurait été habité par une communauté de moines chrétiens orientaux à l'époque médiévale. Cependant, des preuves ont également été trouvées que le site était utilisé bien avant cela comme un château naturel par une tribu mystérieuse. Les restes d'un fossé défensif ont également été découverts, montrant que l'ensemble du complexe était autrefois entouré d'un profond canal d'eau ou d'une douve. Malheureusement, le complexe rocheux de Dovbush n'a fait l'objet que de très peu de travaux archéologiques. Personne ne sait s'il a été occupé à l'époque préhistorique par des hommes des cavernes ou si les fortifications ont été taillées dans la roche au XIIIe siècle. Et certains experts ont même suggéré qu'il aurait servi de refuge aux personnes fuyant l'invasion des Mongols dans les années 1200. Ensuite, au XVIIIe siècle, le complexe a été utilisé par le légendaire héros populaire Olexa Dovbush. Il était une sorte de version ukrainienne de Robin des Bois qui volait les riches et donnait aux paysans. Numéro 1. L'Atlantide perdue du Yorkshire. Des archéologues pensent qu'ils sont plus près que jamais de découvrir une ville médiévale perdue en Angleterre. La ville est parfois appelée Atlantide du Yorkshire et la raison pour laquelle elle a été si difficile à trouver est qu'elle se cache sous l'eau. Le véritable nom de la ville est Ravensworth et elle a prospéré sur la côte est de l'Angleterre au Moyen-Âge. Daniel Parsons, professeur à l'université de Hull, affirme que la ville comptait au moins 400 foyers. C'était donc une colonie assez importante avec sa propre économie et sa propre histoire. Elle possédait même une digue pour prévenir les inondations et un port pour promouvoir le commerce. Et elle disposait également d'une prison pour les criminels et un marché animé, mais elle a sombré et on ne l'a plus jamais revue. Et nous savons que la ville a existé car on a retrouvé des documents historiques à son sujet. Elle a été fondée vers 1235, mais l'endroit choisi pour sa construction n'était pas vraiment idéal. Toute la colonie a été construite sur un banc de sable sur la rive nord de la rivière Humber. En seulement 100 ans, le littoral a commencé à s'éroder. Les bâtiments du bord de mer ont commencé à tomber à l'eau, la ville était inondée chaque année et finalement, elle a été entièrement submergée. Les chercheurs pensent qu'une tempête majeure a frappé Ravensworth en 1362 et qu'il n'en est rien resté par la suite. Et alors que la ville n'a pas encore été redécouverte, les archéologues pensent qu'ils s'en rapprochent. Ils ont cherché ces ruines immergées en novembre 2022, mais ils n'ont rien trouvé. Cependant, ils ont réduit la zone où elle pourrait être localisée et ils pensent désormais qu'elle se cache sous un estuaire près de la Humber River en espérant la trouver très bientôt. Et découvrent le secret des tables d'émeraude mystérieuses qui ont fasciné les savants à travers l'histoire, de l'Égypte en passant par la Grèce antique et même les alchimistes du Moyen-Âge en cliquant sur cette vidéo.